Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans une émission de partage, bienvenue dans une émission de plaisir, bienvenue dans une émission de partage du plaisir cinématographique en ce qui nous concerne, du moins pour l'instant. Après, bien évidemment, vous serez libre de faire ce que bon vous semblera. Mesdames et messieurs, bienvenue dans D'Explorer, avec en guise d'introduction des mots d'excuse de ma part. En effet, ces dernières semaines sont sortis tout un tas de films qu'il aurait été vraiment intéressant de commenter dans cette émission, mais malheureusement j'ai vécu une situation assez dramatique dans le privé qui m'a conduit à me retirer un peu des réseaux sociaux, de la création de contenu. C'est tout simplement un mécanisme de défense que j'ai qui est assez classique. Voilà, dans les moments difficiles, il faut tout simplement prendre un peu de temps pour soi, se retirer. Et maintenant que c'est chose faite, maintenant que je suis de retour parmi les vivants, je me suis dit qu'il n'y avait pas de meilleur moyen pour célébrer cette résurrection finalement que de consacrer un épisode à la Palme d'Or quand même de cette année. Palme d'Or donc du dernier festival de Cannes 2024, j'ai nommé Anora, réalisé par Sean Baker. Alors pour celles et ceux d'entre vous, toujours les mêmes au fond de la classe, qui ne voient pas du tout de quoi il s'agit, Anora est ce qu'on appelle un film tranche de vie, donc c'est un morceau de vie choisi d'un personnage fictif, en l'occurrence Anora, interprété par Mickey Madison, qui est une prostituée slash stripteaseuse, disons que elle utilise ses charmes afin d'arrondir ses fins de mois. C'est une travailleuse du sexe et au cours d'une soirée dans la boîte de nuit dans laquelle elle travaille, dans laquelle elle fait de l'effeuillage, de la danse érotique, elle va rencontrer un fils d'oligarque russe pété de thunes et qui, malgré cet argent, dans les yeux, vous voyez cette petite flamme pétillante de l'innocence, parce que l'argent et sa toute-puissance dans la société n'a pas encore totalement perverti l'âme de ce jeune garçon. Et ce jeune garçon va lui aussi tomber sous le charme d'Anora et va la réserver. En fait, elle va être son escorte exclusive pendant environ une semaine. Et au cours de cette semaine mouvementée, sur un coup de tête, les deux jeunes, qui s'entendent si bien, vont prendre une décision un petit peu radicale, à savoir se marier, voilà, à Las Vegas, ce qui, vous vous en doutez, n'est pas du tout, mais alors pas du tout du goût des parents oligarques russes, donc, qui vont immédiatement après avoir appris la nouvelle, envoyer une troupe d'hommes de main sur les traces d'Anora et de son tout jeune fiancé, afin de mettre fin évidemment à cette honte sociale que représente ce mariage. Alors, afin que nous soyons bien au clair sur le contexte dans lequel cette critique s'inscrit, je dois faire quelques petites précisions d'entrée de jeu, à commencer par le fait que je n'ai jamais vu un film de Sean Baker. Voilà, c'est un réalisateur que je ne connais pas du tout, et Anora a été ma première incursion dans ses différentes propositions artistiques. Je sais qu'il a fait beaucoup de films avant, et des films qui ont été globalement très appréciés. Mais donc, je ne pourrais pas tout simplement faire référence à sa filmographie dans cet épisode, et je ne pourrais pas évidemment replacer le cas Anora dans ses travaux précédents. Voilà, je le dis en toute transparence, n'est-ce pas ? En toute honnêteté, dès le départ. Donc, je ne vais pas pouvoir faire ça. Par contre, il y a quelque chose que l'on va pouvoir questionner dans cet épisode, c'est évidemment le statut de Palme d'Or de ce film, puisque même si on ne connaît pas le travail d'un metteur en scène, lorsque ce dernier se voit consacrer de la récompense suprême du cinéma international, il convient évidemment de jeter un regard exigeant sur le résultat final qui nous est proposé. Et ce regard exigeant, on ne va pas se priver de le jeter, parce que, soyons honnêtes d'entrée de jeu encore une fois, pour moi Anora n'est pas une grande réussite. Voilà, je dois vous avouer que j'avais hâte, parce que la bande-annonce m'avait plutôt séduit, le sujet m'avait séduit aussi, j'aime bien les sujets assez amoraux et traités avec une forme de regard un peu empathique, un peu tendre, sans jamais dissimuler pour autant la noirceur que ces sujets peuvent contenir, là en l'occurrence le cas de la domination en fait, que subissent, j'allais dire presque nécessairement, les travailleurs et les travailleuses du sexe, toute l'ambiguïté des rapports humains qui se jouent dans l'échange de sexe tarifé. C'est vraiment quelque chose de tout à fait amoral et en même temps de tout à fait profond sur la manière que l'on peut avoir d'envisager cette drôle de chose qu'on appelle l'espèce humaine, ce qu'on appelle d'ailleurs aussi par un abus de langage évidemment qui n'a pas beaucoup de sens, mais qui tout de même
appuie l'importance de ce sujet. On dit bien de la prostitution qu'elle est le plus vieux métier du monde. Donc voilà, moi j'arrivais devant le film en me disant, on a un réalisateur qui est célébré, qui a d'autant plus été célébré maintenant qu'il vient quand même de rentrer chez lui avec la putain de Palme d'Or, donc ok, très bien, mais j'en attends énormément, mon regard critique est tout à fait acéré, et je m'attends à prendre une immense claque, et en plus, on a un sujet, un type de sujet qui me plaît tout particulièrement, parce que je me dis, super, on va pouvoir réfléchir, on va pouvoir se poser des questions, et bah, c'est aussi ça le cinéma, tout simplement, hein, explorer un peu le monde qui nous entoure, et remettre en cause, d'une certaine manière, la façon que l'on peut avoir de regarder la vie, de se la représenter, de la vivre aussi. Voilà, je pense que le cinéma est d'abord un art de l'exploration du monde qui nous entoure, de tout un tas de manières, hein, par la métaphore, par les trames narratives totalement irréalistes, ou au contraire par un type de cinéma purement social qui nous documente sur une réalité qui nous entoure. Bref, nous sommes dans une phase d'exploration. Et alors, presse dithyrambique, donc parfait, encore une fois, les attentes sont au maximum. Et haussement de sourcils dubitatif, hein, en ce qui me concerne, devant ces 2h20. C'est très long, 2h20 de film, qui n'ont pas nourri chez moi, non, je le disais plutôt un air dubitatif, parce que la haine serait un sentiment un peu trop fort pour définir mon rapport à Anora. Disons plutôt que je suis loin, très loin d'avoir adhéré à ce projet. Je vais m'en expliquer, bien sûr, hein. J'ai différents arguments qui me font dire que ce film a été surcommenté, en quelque sorte, que c'est un film qui a beaucoup moins à en dire que ce que l'on a voulu lui faire dire par une espèce de ventriloquie analytique que confère le statut de réalisateur célébré. Ça, c'est quelque chose qu'on peut toutes et tous, blablabla, je vais y arriver, toutes et tous remarquer, quelque chose qu'on peut tous remarquer, sur le fait que lorsqu'un metteur en scène ou une metteuse en scène a atteint un certain statut dans le monde social qu'est le cinéma, on va avoir tendance à considérer la simplicité comme cachant nécessairement quelque chose de complexe auquel on n'a pas accès. Vous voyez ? C'est-à-dire que tout doit être interprété pour justifier une espèce de hiérarchie entre le metteur en scène et moi, ce qu'on appelle la politique des auteurs, en tout cas une des applications de la politique des auteurs. Je suis face à un auteur avec un A majuscule, moi je ne suis qu'un simple spectateur, donc eh bien si je ne comprends pas, si je trouve qu'il n'y a rien à comprendre, c'est de ma faute, tout simplement. Et donc, quand je vois la presse dithyrambique, les angles critiques qui ont été choisis pour aborder ce film, eh bien évidemment, je les compare à mon propre ressenti. Et si je devais vous résumer ce ressenti, je dirais que, selon moi, Anora est très clairement un film qui reprend la trame d'un autre long métrage très connu avec Julia Roberts qui s'appelle Pretty Woman. Hein, c'est très clairement les mêmes, on va dire, pivots narratifs centraux. Hein, donc c'est l'histoire d'une prostituée qui se retrouve projetée dans un monde d'immense richesse, avec toute la complexité que peut avoir ce rapport de domination économique et de genre entre l'homme riche et la femme prostituée. Mais si vous voulez, un Pretty Woman qui serait écrit un peu avec la verbatine des premiers films des frères Cohen. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de burlesque, d'humour un peu noir. On va de temps en temps vers un registre qui est assez proche du buddy movie, par exemple. Donc voilà, on est sur quelque chose finalement d'assez attendu. En tout cas, je dois avouer que ça a été ma première déception au visionnage, de me dire, mais en fait, j'ai déjà vu ça. Je connais cette histoire. Ok, très bien, il y a un humour qui est un peu différent des autres films sur ce sujet, mais pour moi, on va dans une direction qui est très claire. Et la conclusion du film ne m'a pas donné tort. C'est-à-dire que le film s'est vraiment accompli parfaitement dans ce que j'avais prévu, tout simplement. Et je ne crois pas être le seul, évidemment, spectateur qui a vu un film couler de source, en fait, hein, voilà, comme on pourrait dire, du début à la fin, en ne captant à aucun moment, finalement, mon attention, sans que je ne rencontre, moi, spectateur, aucun obstacle au visionnage, que je ne me pose aucune question. Et alors, même si je n'ai pas passé un mauvais moment, parce que ce serait totalement faux de dire ça, et le film a des qualités qu'on va aborder par la suite, je dois vous avouer que je suis très très dubitatif devant cette perle parfaitement polie et parfaitement blanche, mais qui, à mon sens, se révèle un peu être en toc.
Et alors évidemment, lorsqu'on se retrouve à être le mouton noir de toute la critique et de tous les spectateurs qui sont en train de crier au chef-d'œuvre, on se pose des questions. On se pose des questions, et évidemment, je m'en suis posé en sortant du film. Je me suis dit, mais est-ce que vraiment j'ai rien compris ? Est-ce que je n'ai rien compris au propos du film ? Est-ce que je suis bête à ce point-là ? C'est possible, hein, c'est jamais une hypothèse qu'il faut exclure. Quand on se pose des questions, on peut en effet être le seul à n'avoir rien compris de la proposition. Et donc, eh bien, je me suis un peu renseigné sur ce qu'on disait du film. Et donc, en gros, pour reprendre cette filiation avec Pretty Woman que je décrivais un peu avant, on pourrait dire que Anora porte un regard sur une certaine jeunesse, une jeunesse donc de 2024, donc sur le contemporain, une jeunesse rêveuse qui vit à travers les écrans et à travers les fantasmes, hein, évidemment, ce qui est la conclusion d'à peu près tous les auteurs sur les jeunes contemporains, et qui donc, une jeunesse qui se prendrait pour Pretty Woman, qui voudrait vivre dans Pretty Woman, et que, eh bien, pour son propre bien, à cette jeunesse, il faudrait la confronter un peu à la réalité triviale des rapports humains. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est non, tu ne vis pas dans Pretty Woman. Non, en effet, les happy end comme dans Pretty Woman, ça n'existe pas. Et il est temps que tu le comprennes, toi, petite pisseuse, rêveuse, qui ne comprend rien au monde qui t'entoure. Alors évidemment, je le dis avec un peu d'ironie vulgaire, parce que le film est beaucoup plus doux que ça avec son personnage principal. Ce n'est pas du tout un film qui juge et porte un regard moralisateur, mais disons que la trame de l'intrigue pourrait tout à fait nous mener à cette conclusion. Voilà, c'est une manière d'interroger les rêves, on va dire, de la jeune génération et de se rendre compte comment est-ce que cette jeune génération est désenchantée, en quelque sorte. Parce qu'elle se rend compte justement que les rêves qu'on lui a vendus, notamment à travers Hollywood et à travers ses figures symboliques, ne s'actualisent pas, en fait, dans la vraie vie. Et je cite un élément du dossier de presse du film qui appuie encore plus cette idée. Selon le dossier de presse, Sean Baker, ce que je ne peux ni confirmer ni infirmer, puisqu'encore une fois, je n'ai pas vu d'autres films de lui, selon le dossier de presse, Sean Baker travaille autour du mythe de Cendrillon. Ce qui, justement, irait tout à fait dans la direction que j'évoque jusqu'à maintenant, l'idée que nous sommes des rêveurs. En fait, nous croyons les personnages principaux de contes qui seraient construits totalement autour de nous, de nos ambitions, de nos rêves, et que, eh bien, dans la vraie vie, ça se termine mal. Et que même s'il ne faut pas juger, il ne faut pas condamner le retour à la réalité brutale, hein, en effet, les rêveurs, il y a quelque chose de beau, aussi une certaine forme de poésie dans cette innocence, malgré tout, la gravité au sens scientifique du terme, hein, il faut nous ramener au sol, et c'est ce à quoi s'emploierait donc Sean Baker à travers ce film. En tout cas, c'est un axe critique qui a énormément été utilisé par mes collègues pour aborder le film, et je me dois de préciser que je mènerai totalement en porte-à-faux avec cette idée. Pour moi, Anora est un film tout au contraire même. Donc là, vous allez vraiment entendre une voix dissonante par rapport à ce qu'on peut lire sur le film. J'en tire aucune gloire, hein, c'est juste que vraiment mon avis ne va pas du tout dans cette direction. Pour moi, c'est pas du tout un film sur le contemporain, Anora. Et je cite deux choses qui me font défendre cette thèse. D'abord, en ce qui concerne la forme du film. Parce que c'est bien beau de vouloir prétendre parler du contemporain, encore ne faudrait-il pas oublier que Anora est un film qui puise toutes ses références dans le cinéma indépendant des années 70 américain. Donc tout au contraire, c'est un film qui, dans sa forme même, ne dialogue pas avec le contemporain. C'est un film qui reproduit un cinéma qui en effet est un grand moment de l'histoire du cinéma, hein, le nouvel Hollywood en quelque sorte. Je crois d'ailleurs savoir, je peux me tromper, mais je crois savoir que le lauréat est une des références de cinéma de Sean Baker, et en tout cas j'ai retrouvé un petit peu quelque chose de cette ambiance dans le film, et puis surtout, évidemment, moi vous savez que c'est une de mes obsessions, en tout cas le rapport à la technologie, ne jamais oublier que le cinéma est un art mécanique, c'est-à-dire un art qui a besoin d'outils pour exister, et un art qui évolue en même temps que les outils qui sont utilisés pour le produire. Hein, c'est pas un hasard si aujourd'hui on a des metteurs en scène par exemple comme Steven Soderbergh, pour citer un autre indépendant américain, qui fait des films au smartphone, qui lui donc s'inscrit totalement dans l'évolution contemporaine du cinéma et de qu'est-ce que c'est que de faire du cinéma en 2024 sur 2024. Et bah Sean Baker, lui, il aime bien le cinéma hollywoodien des années 70 et il en a parfaitement le droit, mais parfaitement le droit, et du coup bah il tourne en pellicule. D'accord.
disons, forme contemporaine, en ce qui me concerne, ces 2 éléments nous permettent de dire qu'on repassera. Hein, je n'ai vu aucun héritage contemporain dans la mise en scène de ce film, j'ai vu au contraire un travail parfaitement fait, d'orfèvrerie, mais qui ne s'inscrit pas du tout dans une volonté d'explorer les nouvelles formes, en fait, que peut avoir le cinéma, quelles que soient ses formes, évidemment. Il ne s'agit pas de dire qu'il fallait faire le film en format TikTok, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais il fallait, par exemple, et c'est là qu'on en arrive à mon deuxième point, peut-être intégrer TikTok. Hein, parce que le monde contemporain, dans 2024, dans la jeunesse de 2024, TikTok, ça existe. Et TikTok, ça a créé quelque chose d'un rapport à l'image, d'un rapport au monde. Alors, on peut trouver ça bien, on peut trouver ça pas bien, c'est pas mon sujet. Moi, en l'occurrence, ce que je dis, c'est que si tu fais un film sur le contemporain, sur la jeunesse contemporaine qui a grandi à travers les écrans, qui existe dans un monde où les réseaux sociaux sont dominants et influencent leur rapport à eux-mêmes et au monde, il faut que tu en parles. Il faut que ces éléments-là existent dans le film. Chose très intéressante à remarquer, Anora, par exemple, qui est une travailleuse du sexe, donc contemporaine, encore une fois, ne poste rien sur les réseaux sociaux. Elle ne travaille pas via les réseaux sociaux, ce qui est un peu étrange. Pardonnez-moi, mais il y a quand même une façon, si vous voulez, de garder à distance tout ce qui constituerait une forme de modernité. Donc, j'en conclus, personnellement, que le contemporain, la jeunesse contemporaine, n'est pas du tout le sujet du film. Et je ne comprends pas, mais vraiment je ne comprends pas, à part concernant l'âge des personnages, je ne comprends pas en quoi ce film regarde la jeunesse d'aujourd'hui. Pour moi, c'est un non-sens de considérer que c'est ce que le film effectivement montre. Moi, je ne crois pas du tout. Mais alors, évidemment, une fois que j'ai dit que j'étais pas d'accord, il faut bien que je dise avec quoi je suis d'accord, parce que faire de l'antithèse, c'est bien, mais il faut défendre une thèse un moment dans cette critique. Et ne vous inquiétez pas, nous allons y aller de ce pas. En ce qui me concerne, et après avoir décrit ces différents éléments, je crois qu'Anora est un film qui met beaucoup de choses à distance, donc je l'expliquais, met à distance d'une certaine façon son sujet. Ça, on va y revenir aussi, parce que pour moi, c'est un des gros points noirs du film, met à distance tout ce qu'il peut y avoir de contemporain, et ferme le film sur lui-même. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que c'est un film qui évolue en vase clos, en fait. Donc, sans aucune intervention de l'extérieur, sans aucune référence au contexte extérieur, sans aucune référence précise à l'époque dans laquelle le film évolue. C'est un film insulaire, donc, c'est-à-dire qui vit sur une île, pour ceux qui ne savaient pas ce que ça voulait dire insulaire. C'est un film insulaire, et à mon avis, et c'est là où je lis, du coup je reviens sur la forme, je lis ça à la forme, je pense que Sean Baker, ce qui l'intéresse avec ce film, c'est de faire ce que j'appelle, entre guillemets, du vrai cinéma. C'est-à-dire du cinéma avec un C majuscule. C'est-à-dire, non pas interroger la forme, interroger la représentation, expérimenter, faire avancer, en quelque sorte, le cinéma, mais lui, il veut faire du vrai cinéma, c'est-à-dire du cinéma comme on en faisait avant. C'est-à-dire du cinéma qui a déjà été reconnu comme étant du grand cinéma. Parce qu'évidemment, quand on fait des films très contemporains, que ce soit dans la forme, dans le fond, etc., et souvent, on n'est pas considéré comme du grand cinéma tout de suite. C'est assez rare. C'est souvent l'histoire qui impose son sceau d'importance esthétique sur quelque chose. Et je crois que Sean Baker, lui, n'a pas envie d'attendre qu'on dise de ces films qui sont du grand cinéma. Je pense qu'il veut déjà maintenant faire du grand cinéma, c'est-à-dire faire du cinéma comme on en faisait avant. Raconter des histoires comme on les racontait avant. Et en fait, le contexte, tout ça, c'est pas ça qui l'intéresse. Lui, ce qui l'intéresse, c'est faire du cinéma avec un C majuscule. C'est-à-dire faire du cinéma que tout le monde considérera comme du grand cinéma, parce qu'on a ces idées implémentées dans la tête, nous spectateurs, parce qu'une culture, ça se construit. Donc évidemment, nous, on a notre exploration personnelle de cinéphile, hein, mais la culture, c'est aussi construit par les autres. C'est-à-dire qu'on nous dit, voilà ce qu'est du grand cinéma, voilà ce qu'un grand film doit faire pour en être un. Et je crois que c'est exactement l'exercice
qui intéresse Sean Baker justement. Alors qu'est-ce que j'entends par grand cinéma? Et encore une fois, je mets ces termes entre guillemets, c'est-à-dire que moi je ne suis pas d'accord avec ça, mais je pense que c'est ce à quoi se réfère Sean Baker dans ses films. Qu'est-ce que c'est du grand cinéma? D'abord, c'est des grandes scènes, c'est-à-dire des scènes très impactantes qui deviennent cultes, qui constituent des moments en fait de cinéma dont les gens vont se souvenir, que les gens vont peut-être pouvoir référencer avec des répliques cultes, etc. Ça, je pense que c'est une première chose. Et une deuxième chose, c'est filmer une actrice. C'est-à-dire le cinéma comme art de l'icône, si vous voulez. Un peu comme, par exemple, Marilyn Monroe. Quand tu vas voir un film de Marilyn Monroe, tu n'en as rien à foutre de comment s'appelle le personnage. Ce que tu veux voir, c'est Marilyn Monroe être filmée, en fait. Tu veux vivre un processus d'iconisation. En fait, c'est comme si tu allais au cinéma pour aller à l'église, d'une certaine manière. En tout cas, c'est comme ça que les stars étaient traitées avant. Et ça, c'est assez intéressant d'ailleurs, de voir comment le star system, qui a changé l'histoire d'Hollywood, où ce sont les stars qui ont commencé à vendre les films et puis les noms des auteurs, a à la fois eu évidemment un impact économique, puisqu'on ne finance plus les films de la même manière, suivant ce système, mais aussi d'un point de vue esthétique. C'est-à-dire que si la star, c'est la raison pour laquelle les gens se déplacent, alors il faut iconiser la star, et la regarder comme une divinité, en quelque sorte. Et je pense que ces deux éléments que je viens de citer, c'est tout à fait ce dans quoi s'inscrit Sean Baker, avec un aura. D'abord avec évidemment la performance de Mickey Madison, qui est de tous les plans, je crois, quasiment, qui est absolument exceptionnelle dans le film, qui est incarne un personnage avec une énergie vraiment... Enfin, je veux dire, je saurais pas vraiment dire comment le résumer, parce que là, je vais un peu sortir de mon rôle de critique et parler du Clément qui fait des films, en l'occurrence, et qui a fait des castings, etc. C'est très... comment dire? C'est très inconscient ce que je vais décrire là, mais quand tu vois une actrice, tu sais. Quand tu vois un acteur, tu sais. Il y a une espèce d'évidence, en fait, de la grâce qui se dégage de quelqu'un. Un peu comme avec Lily Gladstone, par exemple, dans The Killers of the Flower Moon, de Martin Scorsese. C'est pareil, pour moi, c'est ce même truc. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui n'a besoin quasiment de rien faire, qui est d'une grâce presque naturelle, qui est d'une justesse naturelle, et il suffit de la regarder, en fait, pour que ça fasse cinéma. Et je crois que c'est ce que Sean Baker avait envie de faire, et ça, il a parfaitement réussi à le faire. C'est-à-dire qu'évidemment, Mickey Madison avait une carrière avant Anora, mais ça y est, pour moi, une icône quasiment est née avec ce film, une icône du cinéma d'auteur américain et peut-être international par la suite. Elle est extraordinaire dans le film. Et puis la deuxième chose, évidemment, ce sont les moments de cinéma qui vont avec cette icône. Et alors là, comment citer autre chose concernant Anora que la scène pivot du film qui arrive à la moitié, qui dure une vingtaine de minutes, qui est la scène où Anora se fait retenir en fait par les hommes de main, qui est une scène que je trouve personnellement absolument géniale et qui à elle seule justifie le visionnage du film. C'est une scène drôle, sous tension, triste aussi d'une certaine manière, qui jongle avec tout un tas de registres comme ça tout au long de la scène, et qui se déroule en temps réel. En plus, donc, elle crée une dynamique de réalisme à l'intérieur d'un film qui, à mon sens, était engrossé jusque-là dans une espèce de style presque anachronique, en fait, qui reproduit des grandes références de Sean Baker, cinéaste. Là, on a un moment de respiration, de vie, de cinéma pur, à mon sens. Et si ce que cherchait Sean Baker, c'était de faire du vrai cinéma, encore une fois, entre guillemets, eh bien, il y est arrivé avec cette scène. Une icône est née, une grande scène de cinéma est née. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, durant l'écriture du film, Sean Baker a d'abord eu l'idée de cette scène, qu'il a écrite en premier, et ensuite il a construit la trame du film autour de cet épicentre central, et ça marche. Ça marche totalement, même si le fait que le reste ait été construit autour, ça se voit. Et que si faire du vrai cinéma peut être une intention louable, ça ne justifie pas l'autosatisfaction qu'il peut y avoir derrière. Et je trouve que Anora est un film qui se contente de ça, qui est très autosatisfait, complètement fermé sur lui-même, d'être du vrai cinéma, c'est-à-dire du cinéma à l'ancienne, du cinéma qui reconduit des choses que l'on sait importantes pour faire un vrai grand film. Et alors là, c'est marrant parce que
En faisant cette réflexion sur la notion de vrai cinéma, je me suis rappelé cette phrase qu'a prononcée Stephen King. Alors c'est dans son livre Écriture, mémoire d'un métier. Donc Stephen King, l'auteur de tout un tas de trucs que vous connaissez sûrement. Et en fait, il disait dans ses conseils d'écriture que pour lui, la meilleure manière de rater un livre, enfin un roman, de rater un roman, c'est de vouloir faire vrai roman dans son écriture. C'est-à-dire en fait de faire attention à tout ce que tu fais pour être perçu comme légitime au moment où tu es en train de créer quelque chose. Et la raison pour laquelle, à mon sens, Stephen King a parfaitement raison, c'est qu'à vouloir être perçu comme légitime, il manque immédiatement quelque chose, c'est l'aspérité. C'est-à-dire la personnalité, ta personnalité propre, en fait, qui va transparaître du film. Et donc, on va pas être gêné. Le film ne va pas nous résister, en fait. Le film ne va pas nous troubler. Le film ne va pas nous questionner, nous faire douter. Alors que, justement, moi, c'est ce que je disais un peu plus tôt dans cet épisode, je pense que le cinéma est une manière d'explorer ce que l'on croit savoir aussi du monde qui nous entoure et de la manière dont on se le représente, et que parfois un film, tout au contraire de nous faire plaisir, de nous contenter, doit nous résister. Au contraire, que le film doit nous faire nous poser des questions, et peut-être des questions que l'on n'a pas envie de se poser, et que c'est aussi ça sa force et sa grâce. C'est que c'est pas qu'il va nous convaincre, si vous voulez, nécessairement, mais c'est que le fait que l'on se pose la question, il a déjà réussi son pari parce qu'il a pris un risque en faisant ça. Il a pris le risque de déplaire. Et si je dois un peu synthétiser à ce stade ce qui me déplaît tant chez Anora, c'est que je trouve que c'est un film qui a fait tout pour ne pas déplaire. C'est un film extrêmement sage, extrêmement poli, dans tous les sens du terme, au sens de politesse et au sens où on polit un diamant, par exemple. C'est sans aucune aspérité. Et donc je m'emmerde. pour le dire aussi simplement que possible, je m'emmerde, en fait. Je m'emmerde parce que la forme du film, je la connais déjà, et en effet, elle est parfaitement exécutée du début à la fin, mais je la connais. Donc je m'ennuie, en fait. Et pour ce qui est du fond, de la manière que Sean Baker a de traiter ces sujets, ce fond ne me résiste pas. C'est un film où j'ai pied, Anora, pour reprendre la métaphore de l'eau. C'est un film où j'ai pied, où je barbote, en fait. C'est pas du tout un abîme, un gouffre de questions, de sentiments qui s'offrent à moi. C'est une piscine pour enfants. Et là où je suis d'autant plus sévère, peut-être avec ce film-là que j'aurais pu l'être avec d'autres films, c'est que, pour moi, le sujet ne se prêtait pas du tout à un résultat final comme celui-là. C'est-à-dire, je l'évoquais, mais quand on aborde la question de la prostitution, il y a tout un tas de questions immédiatement qui viennent avec. Il y a la question du consentement, de la travailleuse du sexe. Ça, par exemple, on est en 2024, je pense qu'il y a des choses à traiter de ce point de vue-là. Il y a la question, évidemment, de la domination de genre, entre la prostituée et le payeur. Il y a la question de la domination économique. Il y a la question du désir, aussi. Est-ce qu'elle ne ressent absolument, par exemple, aucun plaisir quand elle couche avec ses clients, ou est-ce qu'elle en ressent un peu ? Et comment elle se sent par rapport à ce plaisir qu'elle ressent ? Et puis, on parlait de domination, en sous-entendant que la prostituée est systématiquement dominée par rapport à son client. Mais quand tu contrôles le désir de quelqu'un, est-ce que c'est pas un peu une forme de domination aussi ? Vous voyez, je suis pas en train de... J'en sais rien, hein, j'ai pas de réponse à tout ce que je dis. Mais je me pose des questions, en fait. Je réfléchis. Je me dis, putain, ça c'est des thèmes qui sont intéressants à traiter, en fait, dans de la fiction. Pareil, la question de la jeunesse. Qu'est-ce que ça veut dire d'être jeune et de considérer que pour accéder à un niveau de vie supérieur, il faut se prostituer ? Qu'est-ce que ça dit ? Quelle est la thèse qui est défendue par le film ? Et en fait, le film ne défend pas de thèse. Le film ne s'engouffre pas dans les petits interstices moraux et sociétaux que je viens de citer, et reste en surface avec une espèce de couche, de gloss glamour sur absolument tout, qui fait que, à mon sens, on en arrive à ce que j'appellerais, en conclusion de cet épisode, un film aquarium. C'est-à-dire un film qui tourne sur lui en rond,
totalement fermé sur lui-même et qui à aucun moment ne cherche à me poser des questions, ne cherche à réellement m'investir. Il cherche simplement à m'offrir quelque chose qu'il pense que je vais automatiquement aimer. Et ça, moi, c'est la meilleure manière de me laisser sur le bas-côté. Alors, je ne sais pas si vous faites partie des spectateurs qui ont adoré Anora. Dans ce cas-là, j'aimerais bien avoir votre avis par rapport à ce que je viens de dire, parce que voilà, je veux dire, vous, si vous avez été touché au point de considérer qu'en effet c'est un grand film, etc., n'hésitez pas à me répondre, à tout ce que je viens de dire dans cet épisode. Et puis pour les autres, je suis ravi d'avoir été le porte-voix de votre colère face au visionnage du film. C'était ce que j'avais à vous dire au sujet de la Palme d'Or, Anora, réalisée par Sean Baker. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, @Dex et le cinéma, à faire tourner l'épisode, à parler de l'émission autour de vous aussi, histoire qu'on soit de plus en plus nombreux, parce que plus on est de fous, plus on rit. Et moi, eh bien, je me contente de vous dire à très vite pour continuer à parler de cinéma tous ensemble. Salut tout le monde.